À Paris, Carbone et Spirito étendent leur empire. La nuit, ils sont au cœur d'une zone grise où se croisent politiciens, stars du showbiz et industriels. Carbone et Spirito cherchent des hommes nouveaux, mieux éduqués, capables de parler le langage de cette bourgeoisie sensible à l'étiquette. Un jeune homme apparaît alors dans leur premier cercle. Étienne Léandri est monté à Paris pour étudier le droit. Fin et cultivé, doté d'un physique de jeune premier, il exerce rapidement ses talents de gigolo. Il connaît pas grand monde, hein, lui, d'une famille modeste. Bon, il a un oncle dans les douanes qui lui présente un peu le grand monde, donc il traîne dans certains bars. Il va notamment au Georges V, qui est un endroit où il y a quand même un peu le tout Paris. Et donc au Georges V, au bar du Georges V, là, il côtoie vraiment le gratin des affaires, le gratin du showbiz. Repéré par Carbone, qui le voit souvent partir au bras de femmes esselées, Léandri est très vite invité à la table du parrain. Forcément, il rencontre Carbone et Spirito parce qu'ils sont très rencontrables, c'est des gens spectaculaires. C'est des gens avec qui il va nouer des relations tout en étant pas complètement avec eux. C'est des vrais bandits armés, des vrais bandits dangereux. Le coup de maître d'Étienne Léandri, étreindre, lors d'un tango, l'une des femmes les plus riches du monde, Renée Brodier, la femme de l'américain Virgil Neal, qui est à la tête de Tocalon, l'empire du cosmétique. Léandri a tout juste 20 ans, Renée 40 et son mari 60. On raconte que Neal leur a donné sa bénédiction, ce qui était très généreux de sa part. Ils organisent des fêtes invraisemblables. Ils ont acheté une maison qui aujourd'hui est un des plus grands hôtels de luxe français. C'est 90 employés de maison, du lapis lazuli, de l'or partout, des voitures à n'en plus finir. Chaque voiture a son propre personnel, son chauffeur est en livrée adapté à la voiture. Ils faisaient des dépenses qui étaient considérables pour le seul bien de leurs amis, de la fête, de la nuit, de l'alcool et du rire. En quelques mois, Étienne Léandri se hisse au rang d'amant officiel de Renée Brodier et de confident de Virgil Neal. L'entreprise était très décentralisée, en partie pour des raisons fiscales, mais aussi pour le protéger, lui et son entreprise. Léandri découvre toutes les combines des multinationales, les paradis fiscaux et les techniques de blanchiment d'argent. Léandri rêve de prendre la place du chef. Il découvre aussi le monde interlope de l'extrême droite, Virgil Neal étant l'un des plus riches soutiens de Mussolini. Neal ne s'embarrassait d'aucune contrainte. Il était impliqué dans beaucoup d'affaires légales, mais aussi illégales. Et Léandri était un peu comme lui. Léandri est aussi à l'aise au cœur du Gotha que dans les bas-fonds. Carbone le met aussitôt sur quelques affaires de stupéfiants. En 1938, Léandri est arrêté avec 2 trafiquants de drogue. Écroué, il passe 3 mois à la prison de la Santé avant d'être acquitté. À l'été 1939, quelques semaines avant le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, Léandri débarque aux États-Unis avec Renée Brodier. Il veut prendre des parts dans l'empire du Vieux-Nil. Mais les fédéraux américains, très bien informés, le soupçonnent de prendre des contacts avec la mafia américaine. De New York à San Francisco, Léandri est suivi à la trace par les stupes, qui ne trouvent rien. Le couple d'amants de son côté ne parvient pas à déposséder le Vieux-Nil. Un accord existe, dans un contrat que j'ai découvert. Je pense que Neal voulait s'assurer que Léandri et Renée ne prennent pas trop de pouvoir au sein de l'entreprise. Virgil Neal avait pris les devants. Quand ils reviennent en Europe, Léandri et sa maîtresse découvrent un nouveau monde, celui de la guerre et de l'occupation, là où les repères vacillent, où l'ordre crée le désordre, où, pour la première fois, la mafia corse va pénétrer les plus hauts rouages du monde politique. Quand la guerre éclate, Étienne, il se retrouve à Paris, dans
un environnement où il n'est pas choqué par les Allemands, finalement. Le jeune Corse guide Nosek dans les nuits parisiennes, l'introduit au cœur de la pègre de Pigalle, lui offrant sur un plateau un vivier d'informateurs bon marché. Il l'invite aussi aux grandes fêtes données par le couple Nil. Léandri corrompt Nosek en exaucant tous ses désirs. Dans les fêtes du Paris occupé, ils sortent tout le temps, ils lui présentent des nanas, ils lui trouvent de la bouffe, il lui fournit des filles. Il y a une collaboration intime et complice. Oui, la Gestapo est mal logée, il l'aide à se loger. Léandri crée une entreprise parallèle à Tocalon, la société cosmétique Accra. Son unique clientèle, les nazis. En quelques mois, Léandri fait fortune. Il se vante de dépenser plus de 25 000 francs par jour et s'enorgueillit de financer le PPF de Doriot. À Paris, Étienne Léandri croit encore dans la victoire de l'Allemagne. Vêtu de son uniforme de la Gestapo, il retrouve son ami, le SS Roland Nosek au Fouquet's et festoie avec lui, une dernière fois. Grande fête avec Nosek au Fouquet's et ils se disent au revoir. Étienne remplit la Bentley de lingots et de victuailles et puis il part sur la route. Étienne Léandri rejoint Berlin et s'enrôle dans l'école d'espionnage et d'infiltration du Troisième Reich. En juillet 1943, les Alliés débarquent en Sicile. Pour garantir le succès de l'opération, l'ancêtre de la CIA, l'OSS, a négocié avec le patron de la mafia sicilo-américaine, Lucky Luciano, emprisonné depuis plusieurs années. Quand les troupes américaines débarquent dans l'île, elles sont guidées par Cosa Nostra. Les Alliés confient l'administration de la Sicile à la mafia. En décembre 1946, Luciano traverse clandestinement l'Atlantique. Il débarque à Cuba et prend ses quartiers à l'Hôtel National de La Havane. Tout le Gotha du crime organisé a répondu présent. Depuis la fin de la prohibition, c'est la première fois que toutes les grandes familles se réunissent. À la place d'honneur, Lucky Luciano est intronisé Capo di tutti capi, autrement dit, chef suprême de Cosa Nostra. De retour en Italie, Lucky Luciano noue des liens étroits avec la fine fleur des collabos français qui y vivent en exil. Parmi eux, Étienne Léandri, le gigolo du tout Paris des années 30 qui paradait avec l'uniforme d'officier de la Gestapo pendant l'occupation, est désormais installé à Milan. Condamné par contumace à 20 ans de travaux forcés pour intelligence avec l'ennemi, Étienne Léandri est en cavale, il ne peut plus revenir en France. Lucky Luciano va expliquer à Étienne la nouvelle approche du monde pour les 50 années à venir. C'est une découverte. C'est-à-dire que dorénavant, les services, la police, le pouvoir doivent devenir des alliés. L'opportuniste qu'il est se rend compte qu'en affichant très clairement un anticommunisme et la volonté d'agir en ce sens, il va obtenir les faveurs de la CIA. Lucky Luciano va faire d'Étienne Léandri son ambassadeur pour aller discuter avec la CIA aux États-Unis. Dans la vision de la CIA, Moscou est au fond aux portes de Paris, aux portes de Marseille. Et dans ce cadre-là, Étienne Léandri va être un personnage important. Il connaît les têtes mafieuses de tout le pourtour du bassin méditerranéen. Sur le port, Irving Bland fait appel aux frères Guérini pour coordonner les clans corses avec les forces de police. Les mafieux ont tout intérêt à briser les grèves qui bloquent leur trafic. Conseillé par Étienne Léandri, Lucky Luciano envoie des dockers siciliens. Renucci et Franchisi, qui ont intégré le service d'ordre gaulliste, sont eux aussi en première ligne dans les affrontements, avec l'appui inconditionnel du ministre de l'Intérieur, de la DST et des hommes du commissaire Blément. À Cuba, la prise de pouvoir par Castro signe la fin de l'appropriation mafieuse de l'île. Castro leur confisque tous leurs biens, met fin au trafic et au blanchiment d'argent. À la recherche de nouveaux territoires, Marcel Franchisi étend son empire au Liban,
dans les jeux et dans les banques. À Beyrouth, il fraye toujours avec le SDEC. En France, Franchisi se fait un nouvel ami dans les cercles gaullistes, un jeune représentant de la maison Ricard, qui connaîtra une ascension fulgurante, un certain Charles Pasqua. C'est là, dans la nébuleuse gaulliste, que Charles Pasqua et Marcel Franchisi rencontrent Étienne Léandri. Le parcours d'Étienne Léandri, à partir de la milieu des années 50, est assez extraordinaire. Donc voilà un homme qui est condamné par contumace à 20 ans de prison, indignité nationale pour intelligence avec l'ennemi, et grâce à l'action de la CIA, il va se retrouver blanchi complètement. Non seulement blanchi, mais très rapidement, c'est quelqu'un qui va être installé, et où? Eh bien, tout simplement dans le système gaulliste. Au croisement des grands contrats et des basses œuvres du pouvoir, Étienne Léandri déploie également ses talents dans la spéculation immobilière en banlieue parisienne. Il s'impose progressivement comme un intermédiaire obligé. Ne lui manque plus qu'un alter ego en politique. Charles Pasqua est élu en juillet 1968 député des Hauts-de-Seine. Et dans son sillage, on retrouve évidemment Étienne Léandri, qui va s'installer complètement donc, au cœur du pouvoir, puisqu'il va devenir son principal financier, son conseiller, son homme, son émissaire dans de nombreuses affaires. On va voir aussi Jean-Charles Marchiani, et on va voir plein d'autres personnes qui vont constituer au fil des années une nébuleuse de plus en plus puissante, la nébuleuse Pasqua. Dans ces réseaux, autour de Jacques Foccart et André Tarallo, on retrouve Jacques Chirac, Charles Pasqua, son homme fort dans le parti gaulliste, et plus discrètement Étienne Léandri, qui sans faire partie de la hiérarchie officielle de Elf, est un homme important. Étienne Léandri, c'est le prototype de l'intermédiaire doué. Il est proche de tout le monde, de Charles Pasqua, mais de tout le monde, parce que sa caractéristique, c'est d'être proche. Il est un peu dans la French Connection, et après, il n'a plus besoin de personne, hein. Il a noué des relations avec le monde affairiste du Vatican, dans des grandes sociétés italiennes, et c'est un homme qui a changé complètement de stature. Il est complètement discret, c'est-à-dire que rien ne transparaît de ce qu'on peut lui dire, et il saura conserver les secrets qui permettent de justifier ses émoluments. Il est arrivé à une époque qu'il a compris tout de suite, où ce qu'on appelle les compensations dans les affaires est devenu l'élément clé de la mafia. Grâce au système Tarallo au sein de Elf, la SED a des liens privilégiés avec la FIBA des présidents gabonais et congolais. Elle utilise le Crédit foncier de Monaco et une filiale du Crédit agricole. Étienne Léandri en est l'un des génies financiers et avise Charles Pasqua, qui désormais supplante Jacques Foccart dans le système chiracien. C'est ça le réseau aussi, ça vous crée des obligés, ça veut dire quand vous savez, imaginez, vous avez envie de faire du business au Congo, vous avez vraiment intérêt très rapidement à prendre contact, à aller rue de la Trémoille, à la CED, pour avoir des entrées dans les palais africains, vous avez vraiment intérêt à passer par les Corses directement. En 1986, le système s'étend au cœur de l'État français quand la gauche perd les élections. Premier ministre, Jacques Chirac nomme son ami Charles Pasqua au ministère de l'Intérieur. Depuis la place Beauvau, Pasqua met tous ses réseaux à la disposition du clan chiracien, en prévision de la présidentielle de 1988. Pasqua se rend en Afrique, étoffe ses relations au Gabon et au Congo. Il organise un véritable cabinet noir au sein du ministère de l'Intérieur et s'adonne à une diplomatie parallèle, actionnant ses multiples réseaux en Afrique, mais aussi au Moyen-Orient. Une consécration pour son vieil ami, Étienne Léandri, qui a désormais un accès direct au cœur du pouvoir. En coulisses de la SEM 92, Étienne Léandri place ses hommes et intègre des actionnaires prestigieux, comme le groupe Bouygues, la Générale et la Lyonnaise des Eaux, et bien sûr, Elf, l'instrument clé du néocolonialisme de l'État français.
Elf joue un rôle essentiel dans le financement de la droite française. François Mitterrand l'a bien compris. Il nomme à la tête du groupe un homme de toute confiance, Loïc Le Floch-Prigent. Pour assurer le rééquilibrage, Loïc Le Floch-Prigent décide de doubler le réseau Tarallo. Il embauche son ancien collaborateur Alfred Sirvin, baroudeur et homme d'affaires, qui a fait son droit de la prison et qui excelle dans les relations extérieures avec les grands groupes industriels. Sirvin crée son propre réseau au sein du groupe Elf, avec l'aide d'Étienne Léandri. C'est aussi ça qu'on venait chercher, en venant chercher Étienne Léandri. C'est pas donné à tout le monde de savoir détourner des centaines de millions d'euros d'une opération sans que personne vous prenne. Ce sont sur ces opérations surfacturées ou avec des rétrocommissions, ce sont sur ces opérations secondaires qu'Étienne intervient pour les plus grandes entreprises françaises. Étienne Léandri est l'un de ceux qui a transplanté les mécanismes de la grande criminalité dans l'économie moderne et perverti le système capitaliste français. On se retrouve avec quelqu'un de transversal. On a toujours l'impression que quand il y a eu une affaire et un scandale, voilà, il y a 3-4 noms, mais les gens qui sont là sont des gens qui en réalité n'ont pas été dans une seule affaire. Vous avez cette ingénierie et ce savoir-faire qui fait qu'il est présent sur des dizaines d'affaires. C'est assez effarant, quoi. Qu'on aille du nucléaire aux frégates de Taïwan, vous pouvez toujours retrouver la trace d'Étienne Léandri. Dans ce début des années 90, la plupart des grands contrats à l'export des grandes sociétés françaises passent par Étienne Léandri. Et puis là, on passe à quelque chose qui n'a plus rien à voir. On passe vraiment à du sérieux. On passe à blanchir des opérations gigantesques entre États, entre grandes entreprises, avec des milliards, et on travaille un petit peu après la virgule. Les rétrocommissions inondent le système politique français et gangrènent la République. Elf est à son apogée. J'ai dit à André Tarallo, est-ce que vous pensez qu'il soit raisonnable qu'on retrouve Étienne Léandri partout, comme ça? Il m'a dit, mais il n'est pas le seul. Puis il m'a montré qu'il y avait un certain nombre d'autres intermédiaires qui n'étaient pas seuls. Donc c'était bien. Le problème de l'intermédiaire, c'est qu'il ne faut pas qu'il y ait trop de monopole, d'exclusivité, quoi. Donc, bon, et là, il y en avait d'autres. Je ne donnerai pas les noms, mais ils n'étaient pas corses, en l'occurrence. Un grand procès à spectacle est en préparation. L'affaire Elf éclabousse la République. Curieusement, les juges n'ouvrent pas le volet mafieux de l'affaire. Suspecté de blanchiment dans une autre enquête, la SED sera fermée quelques années plus tard. Il y a une sorte d'implosion des réseaux gaullistes en Afrique et on voit que ça a des incidences pour non seulement les Français de l'étranger qui sont en Afrique, mais les financements des partis politiques français. Les juges n'interrogeront jamais Étienne Léandri, et pour cause. À 80 ans, l'ancien gigolo gestapiste, l'ex-ambassadeur de Lucky Luciano auprès de la CIA, l'un des hommes qui a fondé le SAC et contribué à créer le système français des rétrocommissions, meurt de sa belle mort. C'était curieux, la mort d'Étienne, c'était au cimetière Montparnasse, il y avait très peu de monde, il y avait les intimes, on va dire, qui étaient là, très peu nombreux. Et puis après, il y a eu une bagarre autour du corps, et le corps est resté avec les SDF pendant 1 an. J'ai essayé de le retrouver pour retrouver sa tombe et j'ai fini par la trouver au village de la famille à Giunquette en Corse, sans que aucune trace administrative du déplacement du corps n'ait été conservée. Dans l'entrelac de ces relations troubles, Étienne Léandri s'est maintenu dans l'obscurité la plus totale. Son rôle n'a été révélé qu'après sa mort. Quand moi je porte des petites assiettes de saucisson, du café et des apéros aux gens qui sont autour de la table parce que j'ai 19 piges et qui me demandent de rester là parce qu'il a plus son secrétaire, on a autour de la table des patrons d'industrie, on a autour de la table des patrons de la police, des bandits, des conseillers politiques de haut niveau, de l'Élysée. Tout le monde est là et prend l'apéro, et puis c'est comme ça tous les jours. Donc c'est un personnage qui a une ampleur extraordinaire et en même temps qui réussit cette performance en faisant tout ça, de ne pas apparaître au public. Et une chose qui me fascinait chez Étienne, c'est la douceur de son regard et la transformation, ça me donne des frissons encore, immédiate.
et terrorisante. Je pense qu'il faisait très très peur. Ce type d'homme n'a pas besoin de montrer aux autres qu'il est puissant, puisqu'il l'est. Les gens étaient coincés. Il fallait pas mettre le doigt dans l'engrenage Étienne Léandri, quoi. Il voit les hommes politiques lui manger dans la main. J'ai vu des gens s'allonger par terre. Patron d'une des plus grandes banques françaises. Suppliant. Aujourd'hui, on ne peut pas concevoir un homme aussi important alors qu'il n'est pas sous les spots.